Bonjour. Vous est-il déjà arrivé de découvrir un peu trop tard que votre présence était simplement tolérée et non ardemment désirée? Eh bien, c'est par une soirée de décembre à l'odeur de pain et de froidure dans ma petite maison de Versailles que moi, Marie-Jeanne Dubois, 67 ans fière institutrice à la retraite, j'ai finalement compris que j'avais discrètement glissé dans la pile des choses superflues des projets de Noël de ma famille. Et laissez-moi vous dire que cette révélation m'a fait l'effet d'un coup de poing en pleine poitrine. Vous voyez, Noël, ça a toujours été mon domaine, mon territoire sacré, scintillant et parfumé à la cannelle. Chaque année, aussi loin que je me souvienne, je décorais la maison comme si c'était mon travail à plein temps. Mon petit pavillon, une modeste mais chaleureuse maison en meulière, nichée derrière une rangée de tilleuls, vibrait littéralement au son des chants de Tino Rossi et des effluves de muscade, avec des guirlandes à chaque fenêtre et des effluves décorations faites main collectionnées pendant des décennies fièrement suspendues à mon grand sapin Norman de 2 mètres. Et chaque année, sans faute, mon fils Antoine et sa famille montaient dans leur monospace, quittaient leur grand appartement parisien et passaient la semaine dans ce qui était autrefois sa chambre d'enfant, maintenant transformée avec amour en chambre d'amis, avec des draps frais et un petit savon en forme de Père Noël dans la salle de bain juste pour les enfants. Mais les choses ont commencé à changer il y a 5 ans, quand Antoine a épousé Stéphanie, une femme dont les étreintes étaient toujours un peu trop brèves et les compliments un peu trop forcés. C'était une organisatrice, une femme de projet, le genre de personne qui planifiait la joie sur un agenda électronique aux couleurs vives. Quand ils ont acheté leur immense maison d'architecte avec une cuisine américaine et l'espace pour un sapin digne d'un magazine de décoration, Stéphanie a insisté pour qu'ils commencent à organiser Noël chez eux pour le bien des enfants. J'ai accepté. Bien sûr, je n'allais pas jouer les belles-mères acariâtres. Mais j'apportais toujours ma fameuse tarte aux noix, mes décorations en pommes de pin et cette nappe de Noël un peu usée transmise dans la famille depuis le temps de ma grand-mère. Pendant 5 ans, j'ai souri durant les moments gênants, les regards en coin, quand j'ajoutais une pincée de muscade de trop dans le vin chaud ou la façon dont Stéphanie réarrangeait discrètement les chaussettes de Noël que je venais d'accrocher. C'était Noël, après tout, je pouvais bien supporter quelques contrariétés pour l'amour de la saison. Mais cette année-là, c'était différent. C'était début décembre et j'étais passée chez eux pour déposer des écharpes que j'avais tricotées pour mes petits-enfants. Je l'ai trouvé installé à l'îlot de la cuisine, tapant frénétiquement sur son ordinateur portable, tout en sirotant une tisane à la mode qui sentait le foin bouilli. « Oh bonjour Marie-Jeanne » a-t-elle dit sans même lever les yeux, et je sentis aussitôt cette vieille oppression familière m'envahir la poitrine. J'ai forcé un sourire, j'ai tendu le sac et je lui ai parlé des écharpes. Elle m'a gratifié d'un vague « c'est gentil » et a continué à taper. Puis alors que je commençais à demander quel jour je devais venir pour le dîner du réveillon, elle s'est arrêtée, a levé les yeux avec ce sourire aux lèvres pincées qui la caractérisait et a dit « Oh, Antoine ne te l'a pas dit, on a décidé de simplifier les choses cette année. Juste nous 4, les enfants grandissent et on veut vraiment commencer nos propres traditions. On peut très bien se débrouiller pour Noël sans toi. » Juste comme ça. Comme si elle m'annonçait qu'elle était passée au lait d'amande. Et vous savez ce qui m'a fait le plus mal? Elle ne l'a même pas dit pour être cruelle. Elle l'a dit comme si c'était parfaitement raisonnable, comme si j'étais juste une autre guirlande dont il n'avait plus besoin. J'ai ri un petit son sec qui m'a surprise moi-même. Eh bien, je suppose que ça simplifie les choses, ai-je dit alors que mes doigts serraient le sac en plastique de Monoprix si fort que je pensais que les anses allaient céder. Puis Antoine est entré dans la pièce et je me suis tournée vers lui comme vers une bouée de sauvetage. Il allait sûrement dire quelque chose, sûrement m'expliquer que c'était un malentendu. Mais il m'a juste lancé ce regard fuyant presque coupable et a dit « Ce n'est pas personnel, maman, on essaie juste quelque chose de différent. » Pas personnel, mon cœur avait décoré chaque fête de son enfance, je lui avais appris à écrire son nom avec des sucres d'orge. J'avais cousu son costume de berger pour la pièce de l'église quand il avait 7 ans et la grippe. J'étais restée éveillée jusqu'à minuit pour broder les noms de ses enfants en fil d'or sur des chaussettes de velours rouge. Et maintenant, soudainement, j'étais devenue optionnelle. J'ai hoché la tête, je suis allée jusqu'à ma voiture et j'ai conduit en silence. Pas de musique de Noël, pas de larmes, juste cette douleur sourde et brûlante dans mon ventre. Arrivée à la maison, je me suis assise à ma petite table de cuisine, j'ai sorti ma vieille boîte de guirlandes lumineuses et j'ai commencé à les enrouler autour de mon petit sapin de table. Les lumières clignotaient joyeusement, inconscientes du fait que tout semblait différent cette année. J'ai regardé autour de moi ma maison calme, silencieuse, avec sa légère odeur de linge propre et de cire d'abeille, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie profondément seule. Mais voilà. Dans ce silence, quelque chose s'est agité. Peut être était-ce de la défiance, peut être du chagrin, ou peut être juste la petite braise d'une femme qui avait encore une étincelle en elle.
J'ai attrapé la décoration en pommes de pin, une des premières que j'avais fabriquées à l'université avec ma colocataire Brigitte Durand. Nous étions folles à l'époque, deux jeunes filles de province avec de grands rêves et des coiffures encore plus grandes, fabriquant des décorations et courant après l'avenir. On s'était juré de passer nos vieux jours à parcourir le pays, dans un camping-car déglingué, à boire du vin et à visiter les marchés de Noël des petits villages. Je n'avais pas parlé à Brigitte depuis des années, pas depuis qu'elle avait déménagé à Aix-en-Provence et s'était remariée après son deuxième divorce. Mais en tenant cette pomme de pin dans ma main, je me suis dit « et si ?» Et si cette année, au lieu de me morfondre dans ma maison vide et de pleurer dans un bol de biscuits apéritifs défraîchis, je faisais quelque chose de fou, et si j'appelais Brigitte, et si je faisais des projets qui ne tournaient pas, autour du fait d'être le second choix de quelqu'un. J'ai fixé cette décoration pendant un long moment, mon cœur battant la chamade. Le pouvais-je, le devais-je, se souviendrait-elle seulement de moi? Cette nuit-là, j'ai fouillé dans mon vieux carnet d'adresses et j'ai trouvé un numéro griffonné dans la marge à côté de son nom. J'ai pris le téléphone, j'ai hésité, puis j'ai composé. Ça a sonné encore. Et juste au moment où j'allais raccrocher, une voix a retenti gouailleuse et pleine de vie. Nom d'un chien, ne me dis pas que c'est Marie-Jeanne Dubois. Et juste comme ça, tout a commencé à changer. Ah, Brigitte. Elle a toujours su comment injecter un peu de joie dans le chaos. À l'époque de la fac à la Sorbonne, c'était le genre de femme qui transformait un groupe de révision en soirée dansante, qui portait du rouge à lèvres au laboratoire de chimie juste parce qu'elle le pouvait et qui m'avait une fois entraînée dans un défilé improvisé dans la rue alors que je pleurais pour un garçon. Cette femme avait le feu dans les veines et me voilà des décennies plus tard assise dans mon fauteuil usé à Versailles, tenant une enveloppe jaunie avec son écriture dessus. Je l'avais trouvée en fouillant dans mes vieilles boîtes de rangement à la recherche de décorations de Noël que je n'utiliserai probablement pas cette année grâce à la déclaration de Stéphanie. Quelle jolie petite gifle emballée dans du papier cadeau! J'en avais ri devant eux, j'avais même plaisanté sur le fait d'avoir enfin une pause de la cuisine des fêtes. Mais quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai pleuré dans la cuisine en remuant un reste de sauce. Il y a quelque chose dans le fait d'être rejeté par sa propre famille qui frappe différemment. Ça pique comme le rejet et la perte, le tout enroulé dans un ruban de confusion. Je n'arrêtais pas de me demander si j'avais fait quelque chose de mal. Étais-je trop bruyante? Avais-je corrigé les enfants une fois de trop? Avais-je laissé trop de plats à gratin derrière moi? Mais c'est ça le piège quand on devient une femme d'un certain âge dans une famille. On devient un personnage secondaire dans un film qu'on a aidé à écrire. Et quand on n'est plus au centre de la scène, personne ne vérifie, même si on est encore dans la salle. Donc me voilà seule à quelques jours de Noël avec rien d'autre que du temps et de la déception. Et c'est là que j'ai trouvé l'enveloppe de Brigitte. Je ne me souvenais même pas de l'avoir mise là. Elle était enfouie sous de vieilles photos, des lettres à moitié écrites et une fiche de recette de tarte aux noix et au cognac tachée par l'eau. Son adresse d'expédition indiquait Aix-en-Provence. J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine et je suis restée assise en silence, laissant l'écho de sa voix résonner dans ma tête. Marie-Jeanne, soit on vit, soit on attend de mourir. C'est à toi de choisir, ma chérie. C'était quelque chose qu'elle m'avait dit après qu'on ait toutes les deux raté notre partiel de biologie. Brigitte avait un don pour le drame, mais elle avait aussi une étrange sagesse qui vous donnait envie de la suivre vers l'inconnu. Cette nuit, là, je me suis assise avec mon stylo préféré, celui qui avait encore des paillettes dorées dans le capuchon, et je lui ai écrit une lettre, une vraie lettre. Pas un courriel, pas un message sur Facebook, juste de l'encre, du papier et du Marie-Jeanne 100% sans filtre. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de mon exclusion de Noël, du sentiment d'être une invitée dans ma propre famille, de la nostalgie de la version de moi-même qui dansait pieds nus et chantait du Édith Piaf Les fenêtres ouvertes. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réponde. Je l'imaginais vivant dans une résidence pour retraiter sur la Côte d'Azur, sirotant du rosé avec son chat et quelques dames d'un club de lecture. Mais 4 jours plus tard, mon téléphone fixe a sonné. Et quand j'ai décroché, j'ai entendu cette voix inimitable. « Ma belle, j'espère que tu es en train de faire ta valise parce que j'ai une daube provençale qui mijote sur le feu et une bouteille de vin avec nos noms. Tessous. » Mon cœur a failli exploser. Brigitte n'a pas perdu une seconde, elle n'a pas demandé d'explication, elle n'a pas offert de pitié, elle a juste dit « Descends à Aix, on va se faire notre propre foutu Noël. » J'ai hésité, vraiment. Je n'avais pas quitté l'Île-de-France depuis des années. J'étais même pas sûre de savoir encore comment voyager. Mon dos supporterait-il un long trajet en train? Est-ce que j'allais me perdre? Et si Brigitte avait changé? Et si j'avais trop changé? Mais quelque chose en moi, quelque chose qui dormait depuis longtemps s'est réveillé. C'était comme si cette partie de moi qui était autrefois aventureuse, têtue et bruyante était soudainement bien réveillée et tapée du pied d'impatience.
Alors j'ai mis mon plus joli pull dans ma valise le rouge avec les petites perles sur le col. J'ai ajouté ma boîte à recettes car quoi qu'il arrive, j'allais faire à Brigitte ma tarte aux noix et au cognac. J'ai fermé ma valise, laissé un mot pour le facteur et je suis montée à bord d'un TGV Ouigo, le cœur nerveux et la valise pleine d'espoir. Cela faisait des années que je n'avais pas fait quelque chose juste pour moi, pas pour les petits-enfants, pas pour Stéphanie, pas pour personne d'autre que Marie-Jeanne. Et ma chère, laissez-moi vous dire que le simple fait d'être assise dans ce train ressemblait à une révolution. Je regardais le paysage défiler par la fenêtre sale, mes pensées, un mélange de nostalgie, de peur et d'une étrange excitation que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Quand le train est entré en gare d'Aix en Provence, mes mains étaient moites, mon cœur battait comme si j'avais de nouveau 20 ans. Et elle était là, Brigitte Durand, debout sur le quai dans un manteau vert vif tenant un panneau en carton sur lequel était écrit « La colloque préférée du Père Noël ». J'ai éclaté de rire là dans le wagon. Elle était exactement la même, en plus audacieuse. Ses cheveux étaient courts et argentés. Elle portait des boucles d'oreilles scintillantes et son sourire aurait pu éclairer un stade. Nous nous sommes serrés dans les bras comme si nous ne nous étions pas quittés un seul jour, comme si 25 ans n'avaient pas passé, comme si la vie s'était juste mise en pause et reprenait maintenant sur une meilleure chaîne. Allons mettre un peu le bazar, m'a-t-elle murmuré à l'oreille, et j'ai pensé, et pourquoi pas après tout? Sa maison était confortable et bruyante de la meilleure des manières, des plantes partout, une odeur de cannelle et de daube dans l'air et du jazz en fond sonore. Nous avons versé du vin, enlevé nos chaussures et commencé à parler comme si nous étions encore sur le sol de notre chambre d'étudiante en pyjama. Elle m'a parlé de son divorce, de ses années au Costa Rica, de la collection de coques en céramique qu'elle avait amassée en chemin. Je lui ai parlé de ma vie tranquille des petits-enfants et de ce que ça faisait de s'entendre dire qu'on n'avait plus besoin de vous. Marie-Jeanne Athé, elle dit, ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Cette nuit-là, nous avons dansé pieds nus dans sa cuisine en sirotant un vin rouge bon marché et en chantant de vieilles chansons. C'était la première fois depuis des années que je me sentais vue pas comme la mère de quelqu'un ou la grand-mère de quelqu'un, juste comme moi. Et j'aimais bien cette femme, elle m'avait manqué. Pendant ce temps, à Paris, Stéphanie était apparemment perplexe. Les petits-enfants n'arrêtaient pas de demander quand est-ce que mamie arrive et Stéphanie a réalisé que je n'étais pas simplement assise près du téléphone à attendre son appel. J'avais changé le scénario. Elle m'a appelé le soir du réveillon. Je n'ai pas répondu, j'étais trop occupée à jouer aux cartes avec Brigitte, portant des chapeaux de Père Noël ridicules et riant aux larmes. Quand j'ai finalement écouté le message vocal, la voix de Stéphanie semblait plus fluette que d'habitude. « Bonsoir maman, je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël. Tu manques aux enfants. On espère que tu vas bien. » J'ai souri, non par dépit, mais par sérénité. Parce que j'allais plus que bien. Je refleurissais. Et au fond de moi, je savais que ce Noël pourrait être le premier de nombreux autres où je choisirais la joie plutôt que la tradition, l'amour de soi plutôt que le sacrifice et la danse dans la cuisine d'une amie plutôt que de rester assise seule près du sapin. Ce soir-là, Brigitte a levé son verre vers moi et a dit « aux reines du comeback ». Et ça, ma chère, c'est exactement ce que nous étions. C'est l'odeur douce et envoûtante de la brioche chaude et le rire chaotique de Brigitte dans la cuisine qui ont réveillé quelque chose en moi ce matin-là comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Le genre de sentiment que vous éprouvez lorsque vous réalisez que vous êtes exactement là où vous êtes censé être, même si le chemin pour y arriver a été pavé de chagrin et de silence. La lumière chaude d'Aix-en-Provence filtrait à travers les rideaux en dentelle de la cuisine ensoleillée de Brigitte et j'étais assise à sa table en bois usé beurrant une tartine grillée qu'elle avait qualifiée de délicieusement interdite pour le régime pendant que sa vieille chienne, Mademoiselle Prissy, somnolait sous ma chaise comme si nous avions de nouveau été colocataires. Cela ne faisait que 3 jours que j'avais quitté ma maison, 3 jours que j'avais entendu la petite voix froide de ma belle-fille au téléphone dire « On peut se débrouiller pour Noël sans elle », comme si j'étais un colis d'Amazon qu'il n'avait pas envie d'ouvrir. Mais j'étais ici sirotant mon café et écoutant Brigitte fredonner faux sur un air d'Elvis Presley, comme si nous étions en 1974 et que la pire chose au monde était une mauvaise coupe de cheveux. Je n'avais jamais su à quel point j'avais besoin de ce voyage, je n'avais pas réalisé à quel point ma vie s'était rétrécie entre les murs du « ne sois pas un fardeau », comment je m'étais faite toute petite dans l'histoire de ma propre famille juste pour maintenir la paix. Assise en face de Brigitte qui portait des chaussons à imprimer léopard et n'avait jamais pas une seule fois essayé de se faire plus petite pour qui que ce soit, j'ai commencé à me souvenir de la femme que j'étais. La fille qui s'était un jour teint les cheveux en rouge sur un paris et avait dansé pieds nus sur le Vieux-Port à Marseille. « Tu as de nouveau cette vieille flamme dans les yeux », a dit Brigitte en me tendant une assiette garnie d'œufs et de saucisses. « Je savais que quelques jours dans cette maison te feraient du bien. » Et mon Dieu, comme elle avait raison.
La maison de Brigitte était comme un musée de la couleur, de la joie et du rire sans filtre. Il y avait des flamants roses en plastique, dans son jardin coiffé de bonnets de Père Noël, et une de ses chaises de salle à manger était réparée avec du ruban adhésif parce que son petit-fils avait essayé de la monter comme un poney. C'était le chaos, mais un chaos aimant, le genre qui vous enveloppe comme une couverture. Le soir du réveillon, il y avait 20 personnes chez elle, des voisins, des cousins, un type du supermarché qui était seul. Tout le monde était le bienvenu. Et nous avons cuisiné jusqu'à ce que les fenêtres soient couvertes de buée. Et je me suis retrouvée à danser sur de la vieille musique Motown avec un homme nommé Luc qui m'a dit que j'avais le plus joli sourire qu'il ait vu de toute la semaine. J'ai ri si fort que j'en ai pleuré. Et pour une fois, ce n'était pas de solitude. Pendant ce temps, j'ai reçu un seul texto de mon fils Antoine, un seul. J'espère que tu vas bien, tu manques aux enfants, c'était tout, pas d'excuses, pas d'explications. J'ai regardé ce message comme si c'était une mauvaise blague. Les enfants me manquaient, bien sûr qu'ils me manquaient. Mamie Marie-Jeanne était celle qui faisait toujours du pop-corn à la cannelle, qui racontait des histoires avant de dormir et qui les laissait veiller pour regarder « Maman, j'ai raté l'avion ». Mais maintenant, j'étais devenue quelqu'un à gérer, à éviter, à exclure. Mais vous savez quoi, j'ai même pas pleuré. Pas cette fois. J'ai regardé le chaos festif de Brigitte, les assiettes dépareillées, la nappe tachée de vin et le pull de Noël affreux de Luc, et j'ai pensé peu être que la famille, ce n'est pas toujours le sang, peu être que la famille, c'est ceux qui vous font une place. Cette nuit-là, assise dans le jardin de Brigitte à regarder les étoiles, nous avons ouvert une bouteille de vin que nous gardions depuis l'université, et elle m'a dit « Tu sais ce que j'ai toujours aimé chez toi ? Marie-Jeanne, tu ne restes jamais à terre ». Et c'est là que ça m'a frappée. Elle avait raison, j'avais été mise à terre par le temps, la culpabilité et le fait d'essayer trop fort d'être facile à aimer. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot, j'avais 68 ans et il me restait encore des histoires à écrire, encore du rire en moi et j'allais pas attendre la permission de ressentir de la joie. Le lendemain matin, j'ai fait une liste, une vraie pas seulement dans ma tête, sur du papier de toutes les choses que je voulais encore faire. Peindre à nouveau, adopter un chien, visiter la Bretagne en automne, prendre un cours de danse être même essayer les rencontres en ligne si je parvenais à supporter les applications. Brigitte a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et a dit « Ajoute déménager à Aix en bas de cette liste ». J'ai ri, mais quelque chose en moi a basculé. Peut être que je le ferai. Peut être que j'arrêterai de vivre ma vie en pause juste parce que quelqu'un d'autre était mal à l'aise avec le son de moi appuyant sur play. Et puis l'appel est arrivé 2 jours après Noël. C'était ma petite fille Chloé, pas mon fils, pas sa femme, mais Chloé en pleurs. « Mamie, pourquoi tu n'es pas venue? Noël n'était pas pareil sans toi. Maman a dit que tu ne voulais pas nous voir, mais je ne la crois pas. Tu me manques. » À cet instant, mon cœur s'est fendu en deux parce que les enfants connaissent la vérité même quand les adultes la tordent. J'ai dit à Chloé qu'elle me manquait aussi, que je l'aimais plus que la daube par une journée froide et que nous nous ferions notre propre Noël juste toutes les deux. Elle a gloussé et a dit « Est-ce qu'il y aura du pop-corn et de la danse ?» Et j'ai répondu « Absolument ». Mais après avoir raccroché la paix que j'avais trouvée, a commencé à vaciller parce que maintenant je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas prétendre que cela n'était pas arrivé, que je n'avais pas été rejetée, exclue et que l'on avait menti à mon sujet. Je devais choisir, continuer à essayer de m'intégrer dans une famille qui me voyait comme une obligation saisonnière ou commencer à construire une vie où j'étais appréciée chaque jour. Et cette nuit-là, j'ai dit à Brigitte « Je crois qu'il est temps que j'arrête d'attendre qu'il me voie, je crois qu'il est temps que je me voie moi-même ». Elle a trinqué son verre de vin contre le mien et a dit « Il était sacrément temps ». Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un agent immobilier parce qu'à Aix, il y avait une petite maison à 2 rues de chez Brigitte avec une porte bleue et un citronnier dans le jardin. Et en regardant les photos en ligne, je pouvais déjà voir Mademoiselle Prissy prenant un bain de soleil sur le porche, moi sirotant un café avec Brigitte le dimanche matin et peut être Chloé en visite l'été, loin de tout ce braut. Je ne fuyais pas. Je courais vers quelque chose. Vers moi-même, vers la liberté, vers une vie où je n'étais ni de trop, ni un obstacle. C'était le matin du Nouvel An à Aix-en-Provence quand j'ai trouvé l'enveloppe de couleur crème, simple, sans adresse d'expéditeur, juste maman, griffonnée de cette écriture familière épanchée qui apparaissait autrefois sur mes cartes d'anniversaire à côté de photos de famille floues. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas l'ouvrir. J'ai pensé que je pourrais la jeter dans la cheminée de Brigitte en sirotant du champagne et en l'écoutant se disputer avec son assistant vocal. Mais quelque chose en moi peut être ce dernier fil d'espoir ou peut être la partie de moi à qui il manquait encore de border mes petits-enfants, à glisser un doigt sous le seau et là ouverte. C'était une lettre d'Antoine. Une vraie,
Pas d'émoticône, pas de envoyer de mon iPhone, pas de j'espère que tu vas bien vide de sens, juste de l'encre et de la sincérité. Il disait qu'il était désolé, pas seulement désolé si tu t'es senti blessé, mais une véritable et humble reconnaissance. Il disait qu'il avait laissé la pression des fêtes parfaites de Stéphanie, son travail et le besoin de sauver les apparences prendre le pas sur la vraie famille. Il a dit que Stéphanie était dépassée, peu sûre d'elle à l'idée de recevoir et oui, insensible et qu'il avait échoué à intervenir. Il a écrit « On a oublié le cœur de tout ça, maman, toi ». J'ai fixé ces mots si longtemps que Brigitte a dû agiter une saucisse devant mon visage pour me sortir de ma torpeur. Elle a lu la lettre 2 fois. Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté. « Ma chérie, le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même, mais ne va pas réemballer ta tranquillité d'esprit juste pour la faire rentrer à nouveau dans leur chaos. » Alors j'ai attendu. J'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les jours s'étirer, laissant la lettre respirer dans mon tiroir pendant que je respirais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis un moment. Le contrôle. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Chloé, ma douce petite Chloé. Mamie, papa a dit que tu pourrais venir nous voir. S'il te plaît, viens, je t'ai fait quelque chose. Mon cœur était tiraillé dans 2 directions, l'une vers le chaos chaleureux de la vie de Brigitte, l'autre vers la famille que j'avais aidé à construire avec ses défauts et tout le reste. Brigitte a dit « Fais-le si ça sert ton cœur, pas le leur ». Alors je l'ai fait. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je le méritais. J'ai fait ma valise sans aucune attente et j'ai repris la route vers la région parisienne, les fenêtres baissées de la musique gospel à la radio et Mademoiselle Prissy en copilote, la langue pendante. Je n'ai pas annoncé mon arrivée avec un plat à gratin ou des excuses. Je n'ai même pas apporté de cadeaux. Juste de quoi faire un brunch, des œufs, des brioches, du café et une règle simple, pas de faux semblants. Quand Antoine a ouvert la porte, il ressemblait à un enfant convoqué dans le bureau du directeur. Stéphanie se tenait derrière lui, nerveuse, tenant un plateau de muffins sans gluten comme si c'était sa planche de salut. Les enfants Chloé et Maxime ont couru vers moi comme si j'étais un miracle de Noël. Mamie a crié Chloé et Maxime s'est accroché à ma jambe comme s'il n'allait jamais la lâcher. Rien que ça valait le déplacement. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine. Pas de guirlande, pas de verre en cristal, juste des tasses en céramique et des assiettes dépareillées et le doux bruit des excuses qui infusaient. Stéphanie, pour une fois, m'a regardé dans les yeux. « Je suis désolée », a-t-elle dit. « Je ne savais pas à quel point nous avions besoin de toi jusqu'à ce que tu ne sois plus là. Je pensais bien faire en allégeant la pression des fêtes, mais ce n'était pas à moi de t'exclure. C'était pas parfait, ça n'effaçait pas la piqûre de cet appel, mais c'était honnête et ça, en soi, c'était un cadeau rare. » Je l'ai remercié, je lui ai dit que ça m'avait blessée, mais que j'appréciais le courage qu'il lui avait fallu pour dire cela. Antoine a tendu la main sur la table et a serré la mienne. « Maman, je ne veux pas élever mes enfants en leur faisant croire que la famille est jetable. » Je n'ai pas pleuré, pas cette fois. J'ai hoché la tête et j'ai dit « Reconstruisons, mais cette fois sur des fondations qui ne sont pas faites de coquilles d'œufs. » Nous avons ri nerveusement d'abord, puis plus librement. Et nous avons parlé pas de décoration ou de qui apporte quoi, mais de ce que nous voulions que les fêtes représentent. Chloé m'a apporté le cadeau qu'elle avait fait, une pomme de pin peinte en doré avec des paillettes collées sur une ficelle. C'est notre nouvelle décoration pour que tu te souviennes qu'on t'aime. J'ai failli craquer là sur le lino de la cuisine, mais au lieu de ça, je l'ai serré dans mes bras et j'ai dit « Chaque fois que je verrai ça, je me souviendrai de ce qui compte ». Ce soir-là, après les câlins, les restes et les promesses de faire mieux, je suis montée dans ma voiture et j'ai repris la route pour Aix en Provence. Non pas par rejet, mais par choix. Parce que Brigitte m'attendait avec une soupe chaude, une bouteille de vin blanc et un film prêt à être lancé, elle a ouvert la porte en peignoir et a demandé « Alors ça en valait la peine ?» Et j'ai répondu « Oui, mais je reviendrai quand même chaque décembre. Notre Noël entre filles est maintenant une tradition. » Elle a ri et a levé son verre de vin aux nouvelles traditions et aux vieilles colocataires qui ne vous laissent jamais vous perdre. Quelques jours plus tard, assise à sa table de cuisine, j'ai écrit 6 petits mots. Un pour chaque petit enfant, un pour Antoine et oui, même un pour Stéphanie. Je les ai glissés dans des enveloppes avec une petite décoration en pommes de pin dans chacune. Sur le mot, j'ai écrit « Souviens-toi de ce qui compte, ce n'est jamais l'emballage, c'est le cœur à l'intérieur ». Je les ai postés d'Aix-en-Provence, sans fanfare, sans adieu dramatique, juste une paix tranquille, parce que cette fois, je n'attendais pas un Noël parfait. Je choisissais ma paix plutôt que la perfection, ma présence plutôt que les faux semblants. Et j'étais enfin chez moi, dans mon cœur, dans mes limites et dans une vie qui avait de la place pour toutes les facettes de moi-même. Si vous vous êtes déjà senti mis de côté par les gens que vous aimez, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Et parfois, la vie vous apporte exactement les personnes dont vous avez besoin au moment où vous vous y attendez le moins. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un petit rappel en cette période de fête.
Nous avons d'autres histoires vraies comme celle de Marie-Jeanne juste ici. Avez-vous aimé cette histoire? De quelle ville ou de quel pays nous écoutez-vous? Et quel âge avez-vous? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis est précieux.